On reparle aujourd'hui du petit Grégory, cette affaire non élucidée depuis près de 40 ans. Les parents du petit Grégory, depuis 40 ans, se battent sans relâche. De nouvelles expertises vont être menées à la demande des parents. 40 ans après les faits, ils ont toujours l'espoir que les progrès scientifiques permettent enfin d'identifier un coupable. On est face à un mystère. On pensait pas, à l'époque, que le mystère allait durer 40 ans. Depuis 4 décennies, la France entière bouleversée s'interroge. Qui a tué le petit Grégory, cet enfant de 4 ans aux boucles brunes, retrouvé mort dans une rivière, la Vologne, le 16 octobre 1984 ? C'est le dossier du siècle, le petit Grégory. C'est l'affaire que l'on suit. J'ai commencé ma carrière avec le petit Grégory, je la finirai avec le petit Grégory. Au hit parade des faits divers en France, c'est sans doute le numéro 1, l'affaire Grégory. C'est hors norme, c'est vraiment hors norme à tous les niveaux. C'est un mélange de crimes atroces et d'énigmes totales. Quelqu'un a tué un gamin de 4 ans et 40 ans après, on ne sait toujours pas qui c'est. Depuis presque un demi-siècle, ce feuilleton judiciaire irrésolu fascine tous les Français. Envoyés spéciaux, rédactions sur le pied de guerre, des milliers d'articles de presse. Jamais une affaire criminelle n'avait déchaîné autant de passion. On a un déchaînement médiatique, j'allais dire même une folie médiatique. Laissez-moi, bordel! Laissez-la, les enfants du coin. C'est l'affaire qui a sans doute fait couler le plus d'encre dans la presse. Ça a été un tsunami et c'est un torrent. Et aujourd'hui encore, ça l'est. Une énigme judiciaire qui continue de hanter toutes les mémoires, car elle raconte un crime atroce. C'est la mort d'un enfant qu'on jette pieds poings liés dans une rivière. Il y a l'horreur de l'assassinat d'un enfant de 4 ans. Tout le monde pense à ses enfants à ce moment-là. Et se dit, mais si ça m'arrivait de perdre mon enfant comme ça. Autre élément qui fait de ce crime une affaire hors norme, le meurtre est revendiqué. Un mystérieux corbeau qui nargue les parents du petit Grégory. Donc il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui a prémédité, il y a quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de l'horreur, qui a envoyé une lettre. C'est-à-dire que c'est l'assassin qui parle, l'assassin qui revendique son crime. Il y a quelqu'un qui a écrit « Voilà, j'ai tué ton gosse, voilà ma vengeance, pauvre con !» Ce qui est incroyable et ce qui fascine dans cette affaire, c'est le corbeau. Qui est le corbeau ? Le tueur ? Un complice ? Pour les enquêteurs, il s'agit forcément d'un proche, peut-être même un membre de la famille Villemain. Et on sait dès le départ que c'est un crime intrafamilial. Il y a des secrets de famille dégueulasses, il y a de la rancœur. Il y a vraiment tout. On se jalouse, on se déteste, on s'envie. Pendant 40 ans, les Français ont suivi tous les rebondissements de cette saga criminelle. Il y a d'abord un petit garçon qui meurt. Ensuite, on dit c'est le cousin du père qui a tué l'enfant. Puis après, il y a le père qui tue le suspect numéro 1. Et puis après, on se dit, ah mais non, on n'a rien compris. C'est la mère qui a tué son propre fils. Ensuite, il y a un nouveau scénario qui arrive. C'est plusieurs membres du clan de la famille qui se sont vengés en tuant l'enfant. Enfin, c'est une histoire de fou. Ça veut dire que depuis 40 ans, c'est un feuilleton sans fin. Malgré des années d'investigation, les enquêteurs n'ont jamais abandonné ce dossier abyssal. Mais une personne, peut-être, détient la clé de l'énigme. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Muriel Boll, cette jeune fille de 15 ans qui incrimine son beau-frère pour ensuite le disculper. Après des années de silence, elle se confie enfin. Moi, je m'en veux aussi. Mais je m'en foutrais toute ma vie, de toute façon. Que s'est-il vraiment passé ? Qui sont les responsables ? Entre rumeurs, mensonges et contre-enquêtes, la vérité sur les secrets de l'affaire Grégory.
L'histoire commence le 16 octobre 1984 dans la vallée de la Vologne, une rivière qui traverse les Vosges. Depuis 17 heures, la gendarmerie est à la recherche d'un enfant porté disparu, le petit Grégory Villemain. Il est 21h lorsque les pompiers font une tragique découverte dans la rivière. Le corps sans vie de l'enfant est repéré flottant entre deux eaux. C'est le début d'une des affaires judiciaires les plus bouleversantes que la France a connues. Grégory, qui a son bonnet rabattu sur le visage, qui a un lien autour du cou pas très serré, les pieds et les poignets attachés, et qui est mort. Étienne Sesma, alors capitaine de gendarmerie, est l'un des premiers à se pencher sur le corps de l'enfant. Moi, j'ai vraiment l'impression là d'un enfant qui est sacrifié, comme un enfant qui est porté sur un autel. Et ce sentiment est en contraste avec l'image de son visage qui apparaît quand on soulève le bonnet, où on a l'impression qu'il dort, il n'y a pas de traces de souffrance. C'est vraiment une image qui est très très poignante. Christine et Jean-Marie Villemain, les parents de l'enfant, sont immédiatement informés de la terrible nouvelle. Christine était effondrée, elle était entre les mains d'un médecin. Jean-Marie était comment dire, révolté. Enfin, il était plus lui-même. Hein, c'était quelque chose qui était terrible. Comment expliquer l'assassinat de l'enfant de ce couple à la vie si paisible ? Christine, 24 ans, et Jean-Marie, 26 ans, vivent à l'Épanche-sur-Vologne, 1000 habitants, à 20 km d'Épinal. Ici, ils ont fait construire cette confortable maison sur les hauteurs du village. Christine, c'est une jolie fille, excellente couturière, qui élève bien son petit garçon, qui est quand même un enfant choyé. C'est le premier, il fait des blagues à sa mère sans arrêt. Et elle, il forme un espèce de couple modèle avec Jean-Marie Villemain. Jean-Marie Villemain avait une belle réussite, puisque professionnellement, depuis 1980, il était contremaître, qu'il avait emménagé dès 1981, il avait quitté les HLM de l'Épanche pour s'installer dans cette maison coquette qu'il avait fait construire. Donc il avait cette réussite familiale et professionnelle. Ce 16 octobre 1984 est un jour comme les autres dans la vie des Villemain. Après le travail, Christine Villemain passe prendre son fils chez sa nourrice. Elle rentre chez elle et autorise Grégory à jouer dans le jardin. Alors pour la première fois depuis une semaine, Grégory a le droit de sortir jouer dehors parce qu'il avait un rhume. Là ça va mieux, elle lui met un bonnet, un anorak et comme d'habitude, Grégory se met sur le tas de sable devant la maison et il joue avec ses petites voitures qui font le tour du tas de sable pendant que Christine repasse son linge à l'arrière de la maison. Vers 17h15, 17h20, elle tend le nez à l'extérieur pour voir ce que fait son fils et elle ne le voit pas. Et ça, c'est affreux, parce que Grégory n'est plus là. Grégory a été enlevé, puis assassiné. Le lendemain du crime, la presse publie le terrible cliché du corps sans vie de l'enfant. Cette photo bouleverse toute la France. Cette photo, elle est monstrueuse et elle va provoquer ce qui va être le début de l'affaire Grégory, c'est-à-dire l'arrivée en masse de journalistes dans la Vologne, parce qu'il y a tous les ingrédients d'un futur fait divers extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je veux dire en dehors de l'ordinaire. Mercredi 17 octobre 1984. Jean-Marie Villemain fait face à la presse pour la première fois.
un reporter de RTL recueille son témoignage. C'est alors que le père, éploré, lâche cette phrase énigmatique. Il connaît l'assassin. Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Qu'est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. Est-ce que vous pensez que l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. Ce que Jean-Marie ne dit pas, c'est que les Villemain, ce couple qui mène en apparence une existence si tranquille, est en proie depuis des années au harcèlement d'un corbeau. Un personnage anonyme qui connaît tous leurs secrets de famille. Un proche, forcément. Et surtout, un corbeau qui est mêlé à l'assassinat du petit Grégory, puisqu'il a revendiqué ce crime le matin même, dans une lettre envoyée aux parents Villemain. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Tout est dit dans cette lettre-là. Cette lettre, elle arrive le 17 octobre 1984 chez les parents de Grégory. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été postée la veille, à l'Épanche sur Vologne. À 17h15, c'est la levée. Donc elle a été postée juste avant la levée. Donc cette personne savait ce qui allait se passer. Donc l'auteur de la lettre anonyme de revendication est forcément quelqu'un qui a connaissance de l'affaire, qui est peut-être celui qui a enlevé Grégory ou complice de celui qui a enlevé Grégory. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait. C'est-à-dire qui a revendiqué son crime avant de le commettre. La question fondamentale qu'on se pose, c'est qui peut en vouloir à ce point à Jean-Marie et Christine Villemain? Pour le capitaine Sesma, identifier le corbeau, c'est identifier l'assassin. Il va alors s'intéresser à la famille et à ses secrets. Depuis l'été 1981, 3 ans avant l'assassinat du petit Grégory, les Villemain étaient déjà la proie d'appels anonymes. Au bout du fil, une personne à la voix modifiée. Il peut appeler jusqu'à 25 fois par jour. Ce corbeau reproche à Jean-Marie d'être le préféré de son père, Albert, au détriment de ses frères. Le corbeau a une connaissance extrêmement affinée de l'histoire familiale et de l'histoire familiale ancienne. Le corbeau prend la défense de Jackie, le frère aîné de Jean-Marie, celui qui ne serait jamais invité au repas du dimanche. Il le nomme le bâtard. Ce corbeau parle souvent du bâtard qui ne peut pas salir les assiettes, ce qu'on retrouve dans un appel. Et le corbeau prend la défense de celui qui n'est pas invité. Les Villemain portent plainte pour harcèlement. Sur les conseils des gendarmes, ils s'équipent de magnétophones afin d'enregistrer le corbeau dans l'espoir de l'identifier. Voici sa voix en pleine conversation avec Jean-Marie Villemain. Si tu me disais un peu qui c'était, je pourrais vous dire des noms, mais des conneries pareilles. Pourtant, je ressens que le grand c'est un bâtard. Il n'a pas de raison que le grand, toujours, on est toujours d'un côté. Cette voix est déguisée. Donc chacun essaye de trouver, mais ça les rend fous, d'autant que ça continue, c'est invivable. Lorsque Jean-Marie a eu des appels, il essayait de parler pour essayer de savoir, poser des questions. Il disait même, je vais donner 4 noms. Dis-moi si tu es un des 4. Et il propose d'abord René Jacquel, qui est un type de la famille. Il en propose 2 autres, et il propose Marcel Jacob. Et le corbeau répond, oui, c'est un des 4, mais je te dirai jamais qui je suis. Le corbeau reproche à Jean-Marie sa réussite sociale, le fait d'être un traître à sa classe. Il le nomme dédaigneusement le chef. Jean-Marie est devenu, en fait, à l'âge de 23 ans, contremaître. Et ça déplaît profondément dans la famille.
Jean-Marie Villemain, le chef, le contremaître qui a réussi, c'est vraiment un sentiment de jalousie à son égard. Il a beaucoup travaillé pour devenir cadre, pour sortir en fait du milieu familial qui est très ouvrier. Et Jean-Marie, pour cela, a toujours été mal vu. Il est mal vu par une bonne partie de la famille parce que justement il trahit la tradition ouvrière de la famille. Le couple Villemain, ils sont surnommés les Giscards parce que, bon, Jean-Marie à l'époque, et il le reconnaît aujourd'hui, hein, il avait tendance à arborer comme ça, à étaler ses richesses et il était un peu arrogant. Arrogant comme cette fois où, quelques jours avant le meurtre de son fils, Jean-Marie se serait comporté en parvenu alors qu'il recevait l'un de ses frères. Il vient de s'acheter un canapé en cuir et un salon en cuir qui a coûté 20 000 francs. Mais ce canapé va faire jaser. On va dire c'est ridicule, un salon en cuir, mais dans ce milieu-là, c'est pas banal. Hein, Jean-Marie, à cette époque-là, il parle d'agrandir sa maison, il a acheté une deuxième voiture. Ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils, écrit le Corbeau dans son ultime lettre de revendication du crime. Pour les gendarmes, un mobile se dessine alors. Le Corbeau serait jaloux de l'ascension sociale de Jean-Marie. Il aurait voulu tuer le fils pour se venger de la réussite du père. La petite église du village accueille rarement autant de monde. Aujourd'hui, plus de 600 personnes se sont pressées là pour accompagner le corps de l'enfant assassiné, pour soutenir Jean-Marie et Christine Villemain, ses parents, ou pour voir, plus simplement. Il y a les envoyés spéciaux des radios, RTL, Europe, qui débarquent parce que c'est une affaire qui va prendre énormément d'ampleur. La presse du monde entier a débarqué du côté de la Vologne pour feuilletonner, comme on dit vulgairement, sur l'assassinat de ce petit garçon. L'enterrement du petit Grégory a lieu le 20 octobre 1984 à l'Épange, 4 jours après l'assassinat. Christine et Jean-Marie Villemain sont effondrés. Toute la famille est venue les soutenir et dire au revoir à Grégory. Mais une question les taraude. Et si le meurtrier de leur fils était là, lui aussi? La famille, c'est près d'une centaine de personnes et des clans qui s'affrontent. Il y a les Villemain, avec Albert à sa tête, le grand-père du petit Grégory. Il y a aussi les Jacob, la famille de la grand-mère du petit Grégory. Une famille qui va se retrouver plus tard au cœur des suspicions. On est quand même plus de 80 déjà dans le coin, dans le secteur. Donc il y a des histoires, comme dans toutes les familles. C'était quoi ces histoires? Bon, des bagatelles, n'importe quoi. Vous pensez que la jalousie peut pousser à tuer un enfant quand même? C'est quelque chose d'énorme, tuer un enfant. C'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça le problème. Le capitaine Sesma décide donc de diriger les investigations vers la famille et les proches de Jean-Marie et Christine Villemain, qui habitent au Monzé. À ce moment-là, le seul élément tangible dont il dispose, c'est la lettre de revendication du crime. Il organise un test graphologique, une décision qui va faire basculer une première fois le dossier. On se dit quelque part que même si il faudra passer tout le village d'Aumonzé à la dictée, eh bien, on arrivera à trouver l'auteur de cette lettre, et donc le Corbeau. Les tests s'étalent sur plusieurs jours. Plus de 140 personnes passent à la dictée. Et la méthode est payante. 2 semaines après la mort de Grégory, l'expert graphologue désigne un suspect. Un expert vous a appelé pour nous dire attendez, vous avez entendu une personne qui, pour moi, sur le plan de la graphologie, m'intéresse beaucoup. Il s'agit de Bernard Laroche. Bernard Laroche est le cousin de Jean-Marie Villemain. Il a 29 ans
et il travaille dans une usine de filature. Il est marié à Marie-Ange Boll. Le couple a un enfant de 4 ans, Sébastien. Bernard Laroche, en 1984, était quelqu'un qui avait réussi. C'était un contremaître, propriétaire de 2 maisons, heureux en ménage et qui n'avait aucun problème. Et c'était quelqu'un qui était estimé, apprécié, presque adulé par tous ses collègues de travail. Militant syndical, Bernard Laroche avait dû patienter avant d'obtenir une promotion. Il a eu beaucoup de mal à devenir chef. Et il l'a très mal vécu, que d'un côté, son cousin Jean-Marie Villemain ait été contremaître à l'âge de 23 ans et déjà un confort de vie incroyable, et que lui, marne pendant 6 ans pour enfin pouvoir accéder à ce statut. C'est l'opposé de Jean-Marie Villemain, parce que Bernard Laroche, il est communiste, encarté à la CGT, c'est un militant, et on va dire qu'il a comme mobile sa haine de Jean-Marie Villemain, la jalousie qu'il a envers Jean-Marie Villemain. Donc on a un coupable tout trouvé. Encore faut-il étayer cette piste. C'est alors qu'un deuxième indice renforce les enquêteurs dans leurs convictions. L'étude minutieuse de la lettre du corbeau dévoile une trace de foulage. Il s'agit de l'empreinte d'une signature tracée auparavant sur la feuille supérieure du bloc de papier utilisé par son auteur. Pendant un petit moment, j'ai cherché sur tout le document et je me suis aperçu qu'il y avait donc effectivement un foulage qui était dans la partie inférieure du document, LB. Ce LB, effectivement, correspond, si vous voulez, à des initiales d'une des personnes qui est liée dans ce dossier. Laroche Bernard ? C'est ça, Laroche Bernard, oui. En effet, le suspect signe Laroche B, un indice qui semble l'accabler. Le 31 octobre 1984, Bernard Laroche est placé en garde à vue. L'interrogatoire commence et les questions tournent autour de son alibi. Après le travail, au moment du crime, Bernard assure s'être rendu chez sa tante, Louisette Jacob, et avoir regardé la télévision. Il a même un témoin. Sa belle-sœur Muriel Boll, âgée de 15 ans, était avec lui. Les gendarmes interrogent alors la jeune fille et un détail de sa déposition attire l'attention du chef d'enquête. On entend Muriel, on lui demande de s'expliquer sur les faits, et là on se rend compte tout de suite qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que Bernard Laroche dit que quand il est arrivé chez la tante Louisette, Muriel était là et regardait la télé, et elle nous dit l'inverse. Elle nous dit que quand elle est arrivée, après être descendue du car de transport scolaire, eh bien Bernard Laroche était là. C'est quand même une contradiction qui est très, très importante. Pour tirer au clair cette contradiction, les gendarmes enquêtent sur l'emploi du temps de Muriel le jour du meurtre. On entend le conducteur du car qui nous dit de façon absolument affirmative qu'elle n'était pas dans le car ce jour-là. Et on entend également de ses camarades de collège qu'elles l'ont vu monter dans une voiture de couleur verte correspondant tout à fait à celle de Bernard Laroche. Donc on se rend compte qu'elle ment. Et c'est à ce moment-là qu'elle craque et qu'elle avoue qu'elle était avec Bernard Laroche, en fait, et qu'elle a participé directement, mais involontairement ou volontairement, donc à l'enlèvement de Grégory. L'affaire bascule à nouveau, car Muriel Boll raconte au capitaine Étienne Sesma le déroulement de l'enlèvement minute par minute. Et donc là, pour la première fois, elle dit mon beau-frère Bernard est venu me chercher et je suis montée dans la voiture, il y avait le petit Sébastien. On est parti dans un village donc qui correspondrait à l'Épanche-sur-Vologne. Et là, mon beau-frère s'est arrêté, il est descendu. Et quand il est revenu avec un petit garçon qui avait un bonnet sur la tête, que je n'ai pas reconnu, et qu'il a installé à l'arrière avec Sébastien. On est reparti, il y avait des travaux sur une route qui était barrée, il y avait des travaux à côté de la poste de l'Épanche-sur-Vologne. Il s'est arrêté à nouveau,
ce qui pourrait correspondre à l'envoi de la lettre de revendication du crime, alors même que Grégory est encore vivant. Et ensuite, on est allé dans un village que je ne connaissais pas. Il y avait une place. Mon beau-frère Bernard s'est arrêté et il est sorti avec le petit garçon au bonnet. Et puis il l'a emmené. Et quand il est revenu, il était tout seul. Et là, on est parti. On est allé chez la tante Louisette. Textuellement, je me souviens, je lui ai dit, Muriel, il faut pas dire ça pour nous faire plaisir. Est-ce que c'est bien la vérité? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit oui, c'est la vérité. 2 jours plus tard, les gendarmes présentent Muriel Boll au juge d'instruction Jean-Michel Lambert. Dans son bureau, la jeune fille confirme son témoignage. Muriel Boll réitère toutes ses déclarations, raconte tout. Le juge Lambert lui demande, mais est-ce que les gendarmes t'ont maltraité ou ils t'ont forcé la main pour les réponses? Est-ce que ça c'est juste? Elle répète tout. Le juge d'instruction ne perd pas de temps. Fort du témoignage de Muriel Boll et de l'expertise graphologique, il inculpe le jour même Bernard Laroche pour enlèvement et assassinat. Lundi après-midi, Bernard Laroche est interpellé sur son lieu de travail. C'est cette incroyable vidéo qu'on voit encore aujourd'hui, là, son bleu de travail. Et il est emmené par les gendarmes, il va être mis en examen et il est placé en détention. On a le sentiment à ce moment-là que notre travail est fait, quoi, qu'on a fini, hein, et qu'il suffira de quelques détails à trouver pour resserrer les faits. 15 jours après l'assassinat du petit Grégory, l'affaire semble résolue. Mais c'est sans compter sur un acteur clé de cette histoire. Le juge Jean-Michel Lambert, 32 ans, un homme que chacun reconnaît comme intelligent et très cultivé. Jean-Michel Lambert était un magistrat sérieux et intellectuellement très honnête. Il rêvait d'être écrivain, d'être journaliste, tout sauf juge finalement. Il est particulier, le juge Lambert, parce qu'il était inexpérimenté et parce qu'il est jeune. Attiré par la lumière des médias, Jean-Michel Lambert donne une conférence de presse. Et il va faire une révélation qui va changer le cours de l'enquête. Il annonce l'arrestation de Bernard Laroche. Et surtout, il va livrer aux journalistes l'identité de son témoin clé. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Les résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur le lieu du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Le juge Lambert ne va pas protéger sa témoin numéro 1, qui est quand même une gamine de 15 ans, qui vient quand même de dénoncer son beau-frère, le mari de sa sœur Marie-Ange. Le magistrat ne protège pas, ne prend aucune mesure pour l'isoler de sa famille et la mettre au vert. Cette révélation à la presse va faire basculer l'affaire. Le lendemain, mardi 5 novembre 1984, Muriel Boll, cette gamine de 15 ans sur qui repose toute l'accusation, se présente au juge d'instruction. Puis, interrogée par des journalistes, elle affirme cette fois avoir menti au juge. J'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Cette image, elle est dévastatrice parce que on a Muriel Boll avec ses taches de rousseur, ses joues bien rondes, sa sœur derrière, Marie-Ange. Que s'est-il passé dans cette fameuse nuit du lundi au mardi? Pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis? Est-ce qu'elle a décidé de dire la vérité? Est-ce qu'on l'a obligée à changer son témoignage? Toutes ces questions-là sur cette fameuse nuit sont au cœur de l'enquête sur l'affaire Grégory et au cœur du mystère. Le seul témoignage qui a accablé Bernard Laroche vole en éclats. Laissez-moi, bordel! Laissez-la, les vieux enfants du Et l'accusation
va encore s'affaiblir quand dans le dossier entre un nouvel acteur, Maître Gérard Welser. L'un des plus grands pénalistes de la région est désigné pour assurer la défense de Bernard Laroche. Bernard Laroche me dit « Bon, vous me sortez quand là ?» Et je me disais « Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. » La personne que j'avais en face de moi n'était pas la personne décrite dans les journaux. Maître Welser décide d'éplucher l'instruction du juge et il découvre des erreurs qui concernent des pièces clés. Les expertises graphologiques désignant Bernard Laroche. Le juge Jean-Michel Lambert a oublié de les contresigner. L'avocat demande alors leur invalidation. Et l'avocat de Bernard Laroche, qui est un procédurier pointu, va tout de suite remarquer cette erreur de procédure et faire casser les expertises. À cause de cette erreur grotesque, toute une partie essentielle de notre dossier a disparu. Désormais, le dossier est vide. C'est le retour à la case départ pour les gendarmes. Ils reprochent au juge son incompétence. Jean-Michel Lambert, lui, les soupçonne d'avoir fabriqué le témoignage de Muriel Boll. Le juge d'instruction donne du crédit aux accusations qui sont portées contre nous concernant Muriel, comme quoi on l'aurait bousculé, qu'on aurait suborné donc ce témoin. C'est quelque chose d'assez odieux à imaginer. Il en arrive même à déclarer à ce moment-là les gendarmes ont trahi. Donc on sent qu'il y a un revirement là de sa position. Les charges s'effondrent. Dans son bras de fer avec le juge Lambert, l'avocat Gérard Welser a gagné une première manche. Le 4 février 1985, après 3 mois de prison, Bernard Laroche est remis en liberté. Et il est décidé qu'il y ait un reportage télévisé pour montrer l'innocent Bernard Laroche. Je savais que j'étais innocent, je vois pas pourquoi. C'est ça. Par moments, je me demandais, bon, je lisais un article sur le journal, je me demandais si on parlait vraiment de moi ou je voyais Laroche Bernard, mais je me sentais pas tellement visé. Et vous n'avez pas d'idée d'interprétation de cette affaire? Non. J'ai une petite idée comme tout le monde, mais enfin, faut essayer de faire la justice. Sur les conseils de son avocat, Bernard Laroche s'affiche. Il se fait filmer chez lui ou à l'usine en bleu de travail. Un affront pour les parents du petit Grégory. Ils avaient le sentiment que la justice, qu'ils étaient abandonnés par la justice, trahis par la justice. Ce n'était pourtant que le début du calvaire. Le juge Lambert dessaisit les gendarmes au profit de la police judiciaire, car il a maintenant un autre coupable en ligne de mire. Christine, la mère du petit Grégory. Jean-Michel Lambert s'appuie sur 3 témoignages, 3 collègues de Christine Villemain qui affirment l'avoir vue à la poste le jour du meurtre. Cette poste, c'est là qu'a été postée la lettre de revendication du Corbeau. Elle a été postée le 16 octobre, à peu près à cette heure-ci, avant 17h15 en tout cas, à l'heure où les 3 filles de la Poste disent « On a vu Christine Villemain poster une lettre ». Ça fait d'elle, possiblement, celle qui a écrit cette lettre et celle qui l'a postée. Il apparaîtra plus tard que c'est la veille du crime qu'elle a posté une commande de vêtements à Verbaudet pour son enfant. Mais voilà, le juge Lambert prend tous ces éléments, les accumule et tout. À partir de là, l'enquête, elle est clairement à charge contre Christine. On va chercher des témoignages, je pense qu'on va essayer de construire la culpabilité de Christine Villemain. La nouvelle hypothèse du juge fuite rapidement auprès des journalistes et va déclencher une véritable folie médiatique. Durant des semaines, les unes des quotidiens enchaînent les révélations parfois douteuses. Il s'écrit que le petit Grégory se serait accidentellement noyé dans son bain, faute de surveillance de sa mère. Christine aurait alors maquillé l'accident en crime. On va dire que Christine Villemain pourrait être à l'origine de la mort de son fils, mais ce serait involontaire.
que son fils se serait noyé dans la baignoire de leur maison alors que Christine faisait autre chose. Et que, voyant son enfant mort, pour éviter les foudres de son mari Jean-Marie, elle aurait maquillé cet accident en crime, donc elle aurait rhabillé son enfant, elle l'aurait mis dans sa voiture, elle l'aurait lié, et elle serait allée le jeter dans la Vologne. 6 mois après la mort de Grégory, Christine passe ainsi du statut de victime à celui de bourreau. Jean-Marie Villemain et Christine sont convoqués à la PJ de Nancy. Ils sont cuisinés, j'emploie un mot, je crois, assez expressif, pendant des heures et des heures et des heures. Et à ce moment-là, la conviction du SRPJ est faite, à savoir que c'est Christine Villemain, maman de l'enfant Grégory, eh bien, elle est bigrement suspecte. On les interroge sur leurs pratiques sexuelles. Est-ce que madame avait des amants? Est-ce que madame avait des liaisons? Est-ce qu'ils sont échangistes? Est-ce qu'ils ont fait les partouzes? Pendant l'audition, Christine Villemain commet une petite erreur, juste une, mais qui va lui coûter très cher. Et puis les questions continuent, après sur son emploi du temps, donc le soir du crime. Ah, mais comment, madame, vous étiez en train de repasser au fond de votre maison, vous écoutiez une émission, alors l'émission Les Grosses Têtes. Alors racontez-nous de quoi parlait l'émission. Elle se souvient plus vraiment du thème et les publicités qui sont passées. Et là, elle se trompe et elle dit il y a eu une publicité sur la vache Grosjean, voilà, qui finalement n'est pas passée. Donc il y a beaucoup de suspicions. Et à un moment donné, le commissaire Corazzi la pousse à bout et lui dit mais madame, l'avez-vous fait de tuer son enfant? Et là, elle pète les plombs, elle les insulte et elle se met à pleurer. Et le commissaire Corazzi écrira elle en était vulgaire, elle en devenait vulgaire. Ce n'est pas l'attitude que l'on attendait d'une mère éplorée. Christine mise en cause, Bernard Laroche triomphant et libre, Jean-Marie Villemain rumine. Et telle une grenade prête à exploser, il va commettre l'irréparable. C'est un garçon qui, à ce moment-là, est perdu, n'a plus de repères. On lui a tué son fils qu'il adorait. Il ne travaille plus. Il a quitté sa maison. C'était devenu la maison. C'est la maison qui avait été la maison de l'amour, du bonheur, etc. Il l'avait quittée. La presse déchaînée. La justice l'abandonnait. C'est un garçon qui était perdu. C'est à ce moment-là qu'il prend cette décision de faire justice lui-même. Il y a quelques années, Marie-Ange Laroche avait accepté de raconter le meurtre de son mari. Ce jour-là, je suis allé chercher Bernard donc à son travail à 13h et en chemin, j'avais appris qu'on allait avoir un autre bébé. Quand on est arrivé devant la maison, Bernard était descendu le premier. Et moi, je descendais de la voiture quand j'ai entendu quelqu'un sauter, quoi. Un talus. Je me suis retourné, c'était Villemain avec le fusil. Et donc Bernard était à l'entrée de porte du sous-sol, moi j'étais devant lui et bon, il y a eu un petit dialogue. Villemain lui a dit c'est ta faute s'ils sont tous sur Christine. Bernard a répondu je te comprends Jean-Marie, mais je te jure, c'est pas moi qui a tué ton gosse. Je te comprends, mais c'est pas moi. Et pourquoi que Muriel a dit ça, voilà le dialogue, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai fait un mouvement et c'est là que Villemain a tiré. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort, je pensais pas qu'il allait mourir, quoi. Je veux dire, on voyait rien, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Quand il a tué Bernard Laroche, on a cherché à m'en attribuer la responsabilité. Des gens malveillants ont dit que je pouvais être le directeur de conscience de Jean-Marie Villemain, comme si c'était moi qui l'avais poussé à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ridicule, c'est odieux, mais enfin, ça a été dit. En fait, moi, c'est l'inverse. Moi, je regrette justement de ne pas avoir eu assez de contact, d'écoute avec lui pour mesurer à quel point ce jeune homme était livré à lui-même. Jean-Marie est incarcéré. Pour ce crime, il sera condamné à 5 ans de prison.
dont un avec sursis. Mais l'affaire est loin de s'apaiser. Un nouveau rebondissement surgit et accable un peu plus les Villemain. Une énième expertise graphologique désigne cette fois Christine comme l'auteur de la lettre de revendication. Elle serait le corbeau. 4 mois plus tard, le 5 juillet 1985, le juge Lambert la convoque pour la mettre en examen. Son avocat se souvient de ce jour et dresse un portrait peu flatteur du juge lors de cette audition décisive. Le juge Lambert, lui, il regarde ses chaussures, il ne lève pas les yeux, il n'a pas le courage de regarder cette malheureuse femme dans les yeux. Et alors il a ces propos absolument surréalistes. Il lui dit « Je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe d'assassinat sur Grégory. » Et on a ces 2 parents qui sont quand même les victimes, qui sont en prison tous les 2. Le père pour avoir tué quelqu'un qu'il soupçonnait être l'assassin de son fils, et la mère parce qu'elle est à son tour soupçonnée du meurtre de son fils. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, et c'est là où on voit, c'est ce qui leur a permis de tenir d'ailleurs, c'était cet amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, parce qu'on arrivait à Mesqueleu, la première question de Christine, c'était comment va Jean-Marie ? Et on arrivait à Nancy, c'était comment va Christine ? Enfin, c'est vraiment quelque chose de très poignant, de très réconfortant de voir qu'au-delà de l'horreur qu'ils étaient en train de vivre l'un et l'autre, au-delà de l'horreur, ils avaient cette lueur d'espoir puisqu'ils avaient cet amour qui les reliait. Emprisonnés sur la foi d'une expertise graphologique et de témoignages douteux, les avocats de Christine Villemain obtiennent sa libération 6 jours plus tard. Mais désormais, le soupçon de l'infanticide pèse sur les épaules de Christine Villemain et elle devient la femme la plus détestée de France. Elle devient une espèce de voilà, la sorcière. C'est un procès en sorcellerie, c'est la sorcière. Elle cache bien son jeu, elle est manipulatrice, tout ça. On lui trouve des tas de tares. Il a été écrit à l'époque que quand elle était petite, elle jetait ses poupées à l'eau. Voilà, c'est n'importe quoi. Et comme il n'y a pas de mobile et que le juge Lambert n'arrive pas non plus à trouver des mobiles, on lui invente. Voilà, depuis qu'elle est petite, elle jette ses poupées à l'eau. Elle est bizarre, elle est manipulatrice, elle est tout ce qu'on veut. On va raconter n'importe quoi, on va raconter absolument n'importe quoi. Et ça sort dans la presse sans aucun problème, les gens écrivent ça dans la presse. C'est tellement plus rocambolesque, c'est tellement plus incroyable. Octobre 1986, 2 ans après le meurtre de Grégory, le juge Lambert clôt son enquête. Il désigne Christine Villemain comme la meurtrière de son enfant. Le juge Lambert, en septembre, décide de renvoyer Christine Villemain devant la cour d'assises pour 25 charges, dont des trucs complètement débiles, notamment l'histoire de la pub de la vache Grosjean qu'elle a cru entendre passer dans l'émission Les Grosses Têtes et qui n'est pas passée ce jour-là. Elle fait un pourvoi en cassation et la Cour de cassation dit non mais attendez, il faut tout refaire. En tout cas, il faut faire un supplément d'informations à ce dossier. Nous sommes en 1987, 3 ans après le meurtre du petit Grégory. Et l'enquête repart une fois encore à 0. Elle est alors confiée au juge Maurice Simon, un magistrat aguerri qui, lui, va très vite mettre Christine hors de cause. Alors, le juge Simon, c'est un nouveau magistrat qui va arriver dans l'enquête, qui devait partir à la retraite, qui est rattrapé par les cheveux et qui va accepter de travailler sur ce dossier. C'est un magistrat qui a une excellente réputation, donc c'est quelqu'un dont on attend des miracles et on est sûr qu'avec le juge Simon, les choses vont bouger. Au départ, il se demande vraiment, quoi. Au départ, il la pense coupable lui aussi. Puis, il l'a entendu 180 heures. C'est un truc de dingue. Et donc, il refait toute l'instruction. Et très rapidement, il en arrive à la conclusion que Christine Villemain n'est pas l'auteur de l'assassinat de son fils. Là, il n'y a pas de place pour le doute. Cette femme, elle est innocente comme vous et moi. 6 ans plus tard,
En 1993, Christine Villemain est définitivement innocentée par la justice. Elle tente alors de faire son deuil loin du tumulte médiatique, aux côtés de Jean-Marie, qui a purgé sa peine pour le meurtre de Bernard Laroche. Une fois que Christine a été mise hors de cause, les Villemain ont eu l'intelligence de se planquer. C'est-à-dire Christine et Jean-Marie, qui ont d'autres enfants par la suite, se sont réfugiés loin de la famille, en région parisienne, où ils ont mené leur vie seuls, loin de la presse. Et c'est ainsi qu'ils se sont reconstruits, qu'ils ont reconstruit une famille. C'est assez incroyable. Ils auraient pu se fissurer, j'allais dire se séparer, être réduits à néant par cette catastrophe de perdre un enfant. Ils ont su surmonter toute cette épreuve. L'affaire reste une énigme pour la France entière. Et alors que le dossier s'enlise, un incroyable rebondissement est sur le point de se produire. 33 ans après l'assassinat du petit garçon, un nouvel élément pourrait relancer toute l'enquête. C'est l'un des mystères criminels qui a suscité le plus de passion ces 40 dernières années, le meurtre inexpliqué d'un enfant de 4 ans, Grégory Villemain. Les progrès de la science et la ténacité des enquêteurs ont peut-être seulement, permis de s'approcher enfin de la vérité. « 17 juin 2017. Les véritables meurtriers du petit Grégory seraient peut-être enfin identifiés. Il s'agirait de Marcel et Jacqueline Jacob, un couple apparemment sans histoire, retraité des usines de filature de la Vologne. Marcel est le frère de Monique Villemain, la grand-mère du petit Grégory. Il a été un fervent représentant syndical. Comme Bernard Laroche, il a passé sa vie à la CGT pour défendre ses collègues. Marcel Jacob est un homme, allez, je vais vous le qualifier en un mot, brave, qui a, comme à l'époque, travaillé durement, qui est rentré à l'usine très tôt, qui était délégué syndical, qui s'est investi pour les autres. C'est un homme sans histoire, sans problème, qui aujourd'hui est retraité. Marcel Jacob, finalement, c'est l'oncle de Bernard Laroche, mais qui a été élevé avec lui. Ils habitent l'un à côté de l'autre, ils sont extrêmement liés. Marcel Jacob entre dans l'œil du cyclone par la puissance de calcul d'un logiciel, Anacrime. Un programme d'étude des affaires criminelles à la capacité de mémoire bien supérieure à celle d'un humain. Anacrime, c'est une machine qui brasse, si vous voulez, l'ensemble des données d'un dossier qui date de 40 ans. Des tomes et des tomes, des témoignages, des photos, etc. Donc c'est gigantesque. Et quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Un enquêteur ne se rappelle plus. Un enquêteur néglige. Mais la machine, elle se rappelle de tout. Alibi, analyse génétique, témoignages, tout est recoupé, vérifié. C'est alors que le logiciel relève une phrase écrite par le Corbeau dans un courrier adressé à Albert Villemain, le grand-père de Grégory. « Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe ». Cette phrase, elle est très importante parce que un des frères Villemain a dit lors de l'instruction que il y avait une haine, enfin une animosité très forte entre son père Albert Villemain et Marcel Jacob, et qu'un jour dans la cour de l'usine, son père, donc Albert Villemain, a lancé à Marcel Jacob j'irai cracher sur ta tombe. Cette insulte n'est pas courante et elle attire donc l'attention des enquêteurs sur Marcel Jacob. Anacrime, en mettant bout à bout toutes les phrases tenues par les uns et les autres, tous les incidents, les disputes, les injures, s'aperçoit que depuis des lustres, les Jacob vouent une haine inconsidérée à Albert Villemain. Il y a beaucoup de points communs entre Marcel Jacob et le Corbeau.
Comme lui, il habite sur les hauteurs d'Aumonzé. Comme lui, il a vu sur la maison d'Albert Villemain, le grand-père du petit Grégory. Et tout comme le corbeau, la réussite sociale de Jean-Marie Villemain déplaît fortement à Marcel Jacob. À Noël 82, il y a un repas de famille qui a mal tourné. Dans un premier temps, Marcel Jacob s'est plaint en fait d'un frère Villemain qu'il avait doublé sur la route, qui lui avait fait une queue de poisson. L'affaire s'envenime. Jean-Marie Villemain s'en mêle et essaye d'apaiser les esprits et d'arrêter cette dispute. Et à ce moment-là, Marcel Jacob lui envoie dans la figure je ne serre pas la main à un chef. Tu n'es qu'un rampant qui n'a pas de poils sur la poitrine. Genre, tu t'aplatis devant la direction. Nous, on est des ouvriers cégétistes et toi, tu es le traître qui gagne du fric et qui l'étale en plus. Munis de ces éléments, les gendarmes échafaudent un nouveau scénario pour l'assassinat du petit Grégory. Bernard Laroche enlève Grégory. Donc ça confirme ce que disait Muriel Boll, sa belle-sœur. Il s'arrête au bord de la rivière, ça confirme toujours ce que dit Muriel Boll. Et là, il remet l'enfant à quelqu'un et il revient vers sa voiture et il repart. Et une autre personne le prenant en compte l'enfant et à ce moment-là participant à la phase de sa mort et de sa mise à l'eau. Ce que nous raconte en fait l'arrivée des Jacob dans le dossier, c'est que l'affaire du petit Grégory n'est plus le coup de sang d'un éventuel tueur seul, mais serait en fait le fruit d'un complot et éventuellement d'un complot familial. Pour établir la présence du couple Jacob au moment de l'enlèvement du petit Grégory, le logiciel Anacrime repère dans la procédure un témoignage visuel troublant. Un voisin affirme à l'époque avoir aperçu 2 silhouettes près du domicile des Villemain, paraissant observer leur maison. Anacrime fait apparaître en fait un couple qui, le jour du crime, se trouve sur la commune de Décimont, proche de l'Épanche-sur-Vologne, sur une route assez haute, avec quelque chose, un objet en sautoir, qui peut être un appareil photo ou des jumelles, et qui regarde en face. En face, il y a 3 maisons, dont la maison de Christine et Jean-Marie Villemain. Donc, l'accusation là en déduit que ce couple qui réapparaît plus tard entre la commune de Décimont et de Docelles, en train d'observer, en train d'attendre, pourrait être le couple Marcel Jacob et Jacqueline en train de repérer, d'attendre, peut-être qu'on leur livre l'enfant. Le 14 juin 2017, convaincus de tenir les véritables assassins du petit Grégory, les gendarmes placent les époux Jacob en garde à vue. Mais les interrogatoires ne donnent rien et le couple nie toute implication. Quand je suis contacté pour assurer la défense de Marcel Jacob, je me dis immédiatement qu'enfin la science a parlé, qu'on a une preuve ADN, qu'on a une preuve scientifique. Et puis j'arrive et je lis le dossier vide, le néant. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a jeté en pâture le nom de 2 personnes, 72, 73 ans, sur la base de quoi ? D'un fantasme gendarmesque. Les gendarmes abattent une nouvelle carte maîtresse, une expertise graphologique qui désigne cette fois Jacqueline Jacob comme l'auteur de 2 des lettres du corbeau. La lettre la plus importante, c'est évidemment la lettre de revendication. 8 experts près la Cour de cassation l'ont attribuée à Christine Villemain. 8, pas 1, 8. Tout ça a été balayé par la justice d'un revers de manche en disant que les expertises d'écriture n'étaient pas fiables et qu'il ne fallait pas en tenir compte. Moi, je veux bien, sauf qu'aujourd'hui, on vient sur la base de même expertise en écriture, attribuer potentiellement 2 lettres à Jacqueline Jacob, on vient nous dire que ça en fait un indice grave et concordant. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Pour prouver leur culpabilité, les enquêteurs doivent démontrer que Grégory a bien été remis au Jacob par celui qu'Anacrime désigne comme le kidnappeur présumé,
Bernard Laroche. Il faut donc faire parler le mort. Pour cela, les enquêteurs abattent leur dernière carte. Le seul témoin susceptible de confirmer que Bernard Laroche a bien enlevé Grégory, Muriel Boll. L'adolescente apeurée est devenue une femme de 48 ans. Les gendarmes la placent en garde à vue le 28 juin 2017 pour la réentendre. Et pour la faire parler, ils décident de la confronter à un témoignage inédit. Il s'agit d'un couple, Marcel Claudon et Claude Collin. Ils ont gardé le silence pendant 30 ans. Et ils font une révélation de taille. Ils affirment avoir vu Muriel Boll avec Bernard Laroche le jour de l'enlèvement. Ils n'ont pas voulu raconter tout ça, d'une part parce que ça révélait une liaison entre Collin et Madame Claudon, et deuxièmement parce que quand même Madame Claudon dit avoir reçu des menaces d'incendie de sa ferme, on ne sait pas de qui, juste après. Il faudra des années avant que ce couple ose raconter sa vérité. Voici leur récit. 16 octobre 1984. Il est 17h à l'Épanche-sur-Vologne. Marcel Claudon, agricultrice, voisine de la famille Villemain, est en compagnie de son amant, Claude Collin. Sur la route, près de la maison des Villemain, il voit alors passer une Peugeot verte, avec à son bord un homme moustachu. Sur le siège passager, une petite rousse, Bernard Laroche et Muriel Boll. Là, Marcel Claudon a formellement reconnu Bernard Laroche, avec ses longs favoris et sa moustache, et la passagère, une jeune femme rousse, qu'elle identifie comme étant Muriel Boll. C'est un élément majeur, parce que ça veut dire que la voiture verte de Bernard Laroche en compagnie de Muriel Boll se trouve aux abords de la maison des Villemain, probablement avec le petit Grégory en redescendant de l'enlèvement. Pour les enquêteurs, la déposition de ce couple est confondante. D'autant qu'ils disposent aussi d'un témoignage encore plus accablant. Il s'agit d'un témoin direct de la soirée où tout a basculé. Un cousin de Muriel Boll. Et celui-ci affirme qu'il y a 33 ans, Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Muriel Boll a fait un faux témoignage sous la pression de sa famille. Ce cousin dit avoir été présent chez les parents de l'adolescente ce soir-là. Et il raconte aux enquêteurs que Muriel avait reçu une véritable correction. Et ce témoin dit « Je suis un cousin germain et j'étais là cette nuit-là et j'ai tout vu, elle a pris une sacrée raclée. » Elle a été frappée parce qu'on voulait la faire changer d'avis, lui faire changer son témoignage. Voilà pourquoi elle a changé son témoignage, parce qu'elle a été battue, j'étais là et j'ai tout vu. J'ai dit la vérité aux gendarmes, j'ai dit la vérité aux juges, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis 33 ans, je l'ai fait pour moi, ma conscience à moi et pour ce gamin. Voilà, parce que même 33 ans après, on a l'impression que les gens, ils ont oublié ce gamin qui est décédé. Des témoins qui affirment avoir vu Muriel aux côtés de Bernard Laroche le jour même de l'enlèvement, un cousin qui l'accuse de faux témoignages, autant d'éléments qui devraient faire craquer Muriel Boll. Face aux enquêteurs, pourtant, elle ne vacille pas. Elle maintient sa version des faits et elle affirme même ne pas connaître ce cousin. Malgré ses dénégations, Muriel Boll est mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Mais le 16 mai 2018, nouveau coup de théâtre. La chambre d'instruction de Dijon annule les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Boll en raison d'un vice de procédure. La mise en examen des époux Jacob, Marcel et Jacqueline Jacob, a été annulée parce que la juge qui devait prendre la décision de mise en examen en collégialité, c'est-à-dire à plusieurs en fait, ne l'a pas fait.
C'est le dossier où depuis le début, les vices de procédure se multiplient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dossier vicié dès le départ. Toutes les pièces peuvent être invalidées dans le dossier, tellement le travail a été mal fait au départ. En 2018, traumatisé par son incarcération et sa libération sous contrôle judiciaire, Muriel Boll se décide à donner sa vérité dans un livre témoignage, ainsi que dans une interview exceptionnelle. Mais celle qui détient peut-être la clé du mystère maintient encore et toujours la même version. J'ai expliqué plusieurs fois ma version, mais personne ne veut l'entendre. Mais c'est la vérité. Parce qu'il y a longtemps, si j'avais la vérité, longtemps je l'aurais dit. On peut pas cacher une telle horreur, un crime d'un enfant. Moi je suis maman, je suis mamie maintenant, donc je comprends. Et comme j'ai dit, si ça pouvait m'arracher le cœur, comme j'ai dit que si c'était Bernard, je l'aurais dit. Mais c'est pas lui, il était là quand je suis rentrée de l'école. Est-ce que Muriel Boll, qui s'est rétractée, a tout dit? Est-ce qu'elle cache d'autres choses? Jean-Marie Villemin l'a supplié de dire la vérité, mais pour le moment, Muriel Boll reste sur cette position, et c'est comme une porte fermée, si vous voulez, qui empêche d'accéder, entre guillemets, à la vérité. Et peut-être, on peut rêver que cette porte, un jour, s'entrouvre. Un homme, lui, continue de croire Muriel Boll. Il s'agit du juge Jean-Michel Lambert. Il prend une dernière fois la plume pour affirmer que Bernard Laroche était innocent. Et puis, il met fin à ses jours, laissant derrière lui une épouse et une fille éplorées. Il n'en pouvait plus qu'on revienne sur cette affaire. Il savait qu'on allait revenir le chercher parce que, de toute évidence, les enquêteurs allaient revenir lui poser des questions. Est-ce que, Muriel Boll, vous en êtes bien sûr, monsieur le juge, n'avait pas des traces de coups le lendemain quand elle s'est rétractée? Est-ce que vous avez vérifié ça? Il savait qu'il allait être remis en cause. Je pense qu'il ne le supportait plus, tout simplement. 40 ans après l'assassinat de l'enfant martyr, la Vologne n'a toujours pas livré tous ses secrets. L'affaire du petit Grégory reste une énigme, mais les parents du petit garçon n'ont jamais cessé de se battre avec un objectif, mettre un nom sur l'assassin de leur fils. Aujourd'hui, leur ténacité pourrait finir par payer grâce au progrès de la science. 40 ans après, il reste un espoir. Et cet espoir, ce sont les dernières expertises qu'ont demandé Christine et Jean-Marie Villemin. Les dernières expertises qui concernent à la fois des recherches d'ADN sur les vêtements du petit garçon, trouver des empreintes génétiques qui sont peut-être celles ou ceux de l'assassin, et des expertises vocales pour retrouver l'empreinte vocale du corbeau. Le corbeau a été enregistré. On peut donc analyser, si vous voulez, la voix du corbeau, le grain de sa voix, son rythme, voilà, et trouver à qui cela correspond. Il reste des éléments déterminants. Il reste évidemment le nœud des cordelettes. C'est-à-dire que ce nœud, ça fait maintenant 40 ans qu'il est sous scellé. Contient-il l'ADN de celui qui a fait ce nœud autour du cou du petit Grégory? Les résultats de ces analyses sont très attendus. Pour les parents, c'est la seule preuve matérielle qui pourrait les amener à connaître la vérité. À moins qu'un jour, une personne qui détiendrait des informations sur la mort de leur petit garçon se décide à soulager sa conscience. Mais plus le temps passe, plus cet espoir s'amenuise. Faut faire vite pour trouver la vérité. Parce que la vérité, elle est peut-être déjà dans la tombe, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la majorité des protagonistes de l'affaire Grégory est décédée. Les frères, morts. Jackie, mort. Michel, mort. Et Monique et Albert, les grands-parents du petit Grégory, ils sont morts également. Faut aller vite parce que
Sinon, il n'y a plus personne qui sera vivant pour peut-être raconter et dénouer cette histoire. Muré dans le silence depuis bien longtemps, Jean-Marie Villemain prend aujourd'hui la parole à sa manière pour commémorer le terrible anniversaire de la mort de son enfant. 40 ans après les faits, il a décidé de raconter lui-même ses souvenirs dans un roman graphique qu'il a coécrit, sobrement intitulé Grégory. L'intérêt pour Jean-Marie Villemain de raconter cette affaire, je pense, c'est de dévoiler un pan complètement méconnu. C'est l'adoration qu'avait ce père pour son gosse. Il y a certainement, et c'est très beau, une volonté de montrer que ce petit garçon ne se résume pas à une photo qu'on a vue partout, un cadavre qu'on sort de la flotte, passez-moi l'expression, c'est aussi une vie. Un petit bonhomme, plein de poésie. Vous savez, Jean-Marie et Christine, c'était des tout jeunes gens à l'époque. Ils sont sexagénaires maintenant. Ils ont acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Ils ont toute confiance dans la justice et ils s'en remettent à la justice. Tant que Dieu me prêtera vie, je ne lâcherai rien. Ces mots, prononcés par Jean-Marie Villemain, sont hélas toujours d'actualité. 4 décennies après l'assassinat du petit Grégory, ses parents ne souhaitent qu'une chose, comme toute la France, que cette terrible affaire connaisse enfin son épilogue.